Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour une visite officielle de quelques jours en Corée du Sud. Le chef de l'État devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. La célébration de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Prières et sermons ont meublé la cérémonie. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se prononce sur la fermeture très prochaine de la décharge d'Akwedo. Le ministère de l'Environnement a révélé à la presse que des mesures ont été prises concernant cette décharge. Le Royaume-Uni est sous le choc. Un otage britannique a été assassiné par les djihadistes de l'État islamique en Irak. Alan Henny, 47 ans, volontaire humanitaire en Syrie, a été enlevé en novembre dernier. C'est le 4e otage à être ainsi exécuté. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Ajoutez au sommaire de cette édition la page culture. Notre invité est le professeur Ngalayo Bamba. Il est l'un des auteurs de l'ouvrage La jeunesse en Afrique de l'Ouest, un potentiel pour construire. Pour notre invité, l'Afrique doit devenir une terre d'espérance avec les jeunes comme acteurs principaux de progrès et de développement. Mais pour cela, des défis doivent être relevés. Quels sont ces défis? Nous échangerons avec notre invité dans quelques instants. Mais avant, intéressons-nous à la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski, célébrée par des millions de fidèles dans le monde ce samedi. Jour spécial donc pour ces fidèles musulmans. En Côte d'Ivoire, la célébration de l'Aïd el-Kébir s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président de la République y a pris part avant de s'envoler ce matin pour la Corée du Sud. Prières, sermons ont meublé la cérémonie. Et bien sûr, la fête de la Tabaski, nous en parlerons largement dans cette édition. Après la prière à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody, le président Alassane Ouattara s'est envolé pour la Corée du Sud. Le chef de l'État se rend dans le pays pour une visite officielle de quelques jours. Il devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Cette visite officielle en Corée du Sud est la première d'un chef d'État ivoirien. Première visite donc d'un chef d'État ivoirien, je l'ai dit, en Corée du Sud. Et cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, liée par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. Voyons les enjeux avec notre envoyé spécial, Habiba Dembélé Saoui. C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée est fondée sur l'assistance et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, le montant des investissements coréens à la Côte d'Ivoire est environ 73 millions de dollars l'année dernière. Donc, c'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sokmyung. Et je rappelle que cette visite officielle du président de la République en Corée du Sud prend fin le 9 octobre prochain. Ce samedi 4 octobre, fête de la Tabaski, le président de la République a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf avant de s'envoler pour la Corée du Sud. L'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski a été célébrée par des millions de fidèles dans le monde. Voyons la célébration officielle de cette fête à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody avec notre reporter Ali Diarasouba. Grand moment de spiritualité et de réjouissance pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski marque avant tout
l'expression de la soumission des croyants à leur Seigneur Allah. Soumission inconditionnelle consacrée par le geste du prophète Abraham lorsqu'il s'apprêtait à immoler son fils, rien que pour satisfaire la volonté divine. Le Coran nous apprend qu'au moment de l'acte, à la place du fils Ismaël, Dieu l'avait remplacé par un bélier. Voilà l'imitation à laquelle s'adonnent des milliers de musulmans dans le monde entier en ce jour. À la grande mosquée de la Riviera Golf, ici à Abidjan, en présence du chef de l'État au premier rang des fidèles, ce message a été rappelé par l'imam principal Mamadou Traoré, qui a par ailleurs évoqué l'actualité sociopolitique du pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste la nouvelle CEI dans sa mission difficile et délicate et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le chef de l'État et lui donne la force et les moyens nécessaires afin qu'il puisse poursuivre la réalisation des nobles objectifs qu'il s'est fixés, à savoir réconcilier les Ivoiriens, consolider l'unité nationale mise en mal par les crises passées, reconstruire la Côte d'Ivoire et faire d'elle un pays émergent à l'horizon 2020. Une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, c'est le vœu du docteur Alassane Ouattara, qui souhaite par ailleurs une excellente fête à l'ensemble des Ivoiriens. Nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. Bonne fête à tous. Comme le veut la tradition musulmane, après la prière de l'Aïd, puis le sermon, l'imam a d'abord immolé son mouton avant que les autres fidèles ne puissent en faire de même. En ce jour de fête, les musulmans du monde entier évoquent et invoquent la gloire de leur Seigneur pour ses bienfaits et sa magnanimité. Il y a eu quelques réactions après la prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la Riviera Golf. Des musulmans se sont prononcés notamment sur le sermon de l'imam Mamadou Traoré. Écoutons-les au micro d'Ali Diarasouba. L'imam a fait référence à la CEI. Ceci pour montrer que nous sommes à une année des élections, mais que la dynamique aujourd'hui, née de l'appel de Daoukro, qui montre clairement que le respect des engagements, la convergence vers une Côte d'Ivoire meilleure est partagée par la majorité des Ivoiriens, nous permet aujourd'hui de dire que cette fête, ce jour sacré, ouvre la voie à la grande réconciliation, à la Côte d'Ivoire rassemblée dont parle le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est stable et la Côte d'Ivoire travaille. Tous les Ivoiriens sont libres de leur mouvement, de leur engagement et de leur, propos. Personne n'est traqué pour sa conviction. Tout le monde est en paix, tout le monde est en sécurité. La Tabaski est un moment de piété et de réconciliation. Le message de l'imam prend tout son sens. Quand on voit un peu ce que notre pays a traversé il y a quelques années, il faut souhaiter que pour les élections à venir, nous puissions tous transcender nos intérêts personnels pour regarder la Côte d'Ivoire. Que 2015 soit une année d'union et que la jeunesse fasse preuve de beaucoup de responsabilités. Des vœux de paix, de bonheur, de solidarité, parce que c'est le symbole de cette fête, une fête de réconciliation avec Dieu. Donc cette réconciliation s'approfondisse dans notre pays. Elle a déjà bien démarré, pour qu'elle s'approfondisse. La fête de la Tabaski a été célébrée par tous les musulmans en Côte d'Ivoire, dans le district d'Abidjan. Nos reporters ont fait un tour dans les communes de Cocody, d'Abobo et de Yopougon. Espace Beba d'Adjamé ce matin de célébration de l'Aïd el-Kébir. Les acteurs du monde du transport se sont rendus en masse en ces lieux à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Après la prière de 2 rakats, l'imam Sissé Chekna a appelé les fidèles musulmans au respect, à la tolérance, à la cohésion et à la paix.
Il s'est prononcé sur 2 thèmes, à savoir l'interdiction de fumer dans les lieux et gares publiques et le phénomène des microbes dans l'éducation des enfants. Avec lui, l'imam Chérif Aïdaha. L'immolation de 3 bêtes a couronné la cérémonie. Les fidèles musulmans de Lokodro ont occupé la grande place de la base navale de la marine nationale pour prendre part à la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Après la prière de 2 rakats, l'imam Konaté Youssouf, aumônier militaire, a invité les fidèles à la cohésion, à la paix et à la réconciliation. Il les a exhortés à suivre l'exemple du prophète Abraham. Il s'est ensuite prononcé sur le thème retenu par le COSIM, à savoir la sécurité, la paix, la cohésion sociale et le salut de l'humanité en général dans le respect strict des prescriptions divines. L'imam Konaté Youssouf a également demandé aux fidèles de tourner le dos aux mauvaises pratiques et de prioriser la cohésion. Pour l'amiral, commandant la marine nationale Konaté Diakaridja, la religion doit avoir une place importante dans la vie de tout militaire. L'immolation d'une bête a meublé cette célébration. Transformée pour la circonstance en lieu de prière, la place Cocody Mermoz a accueilli ce matin hommes, femmes et enfants dans leurs plus beaux atours. Pas question pour eux de manquer la prière de ce matin, ces jours de fête, la fête la plus importante de l'islam. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est une nouvelle, donc il a parti prier. À Tabaski, on tue le mouton. Quand on finit de tuer le mouton, on mange. Les fidèles musulmans de la mosquée de la Riviera Laurier 9 ont respecté les principes de l'islam. Ce sont 10 jours après la fin du Ramadan. Ils célèbrent l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Une fête marquée par une prière de 2 rakats, suivie du sermon de l'imam et de l'immolation d'une bête, perpétuant ainsi l'acte d'Abraham qui a accepté de sacrifier son fils, remplacé plus tard par un bélier par Allah. Le Moufti Abdraman Sorodogo invite les fidèles musulmans au partage en cette période de fête. Le guide spirituel exhorte les fidèles musulmans à multiplier les prières pour la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour que la fièvre hémorragique à virus Ebola n'entre pas sur le sol ivoirien. Des bénédictions ont été faites également pour un monde apaisé et pour une Côte d'Ivoire développée. À Abobo, tout comme à Agnaman, imams et guides religieux ont exhorté dans leurs sermons l'ensemble des musulmans à la solidarité, à l'union. Occasion pour ces guides religieux de prier pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Autorités et fidèles musulmans invitent les populations en général, mais en particulier la communauté musulmane à prôner les valeurs de réconciliation et de cohésion autour d'elle. La fête de la Tabaski, c'est une fête sainte qui marque la dévotion, l'adoration que le prophète Abraham avait pour Dieu. Et c'est une fête de partage. L'appel que je peux lancer à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, c'est d'être tolérant. Au cours de cette prière qui marque la fête du sacrifice du mouton, la communauté musulmane d'Agnaman a bénéficié du soutien des autorités sous-préfectorales, des guides religieux chrétiens et des chefs coutumiers de la commune. Même la pluie tombée ce matin de la célébration de l'Aïd el-Kébir n'a pas entamé la ferveur des croyants musulmans du quartier Anador d'Abobo. Comme chaque année, ils ont massivement occupé les artères principales du quartier pour prendre part à la grande prière officiée par le cheikh Youssouf Diakha. Prière à l'issue de laquelle le guide spirituel de la communauté musulmane d'Abobo Anador a prononcé un sermon axé sur la dépravation des mœurs. Un fléau qui selon lui est à l'origine des maux qui frappent actuellement notre société. Pour ce faire, il a invité l'ensemble des musulmans à observer des comportements vertueux à l'image du prophète Abraham. Aux autorités, il a prôné la bonne gouvernance, tout en les félicitant pour la prise des mesures visant à réduire l'insécurité. Toutes les artères et places publiques pris d'assaut à Yopougon. Au quartier Selmer, c'est le complexe sportif Jesse Jackson qui a été choisi pour le rassemblement. Les fidèles musulmans avec à leur côté les autorités communales ont tous prié pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, après donc sa sortie de crise, prend le chemin de la prospérité et le souhait à chacun d'entre nous, c'est que cette prospérité profite à tout le monde dans la paix. Du côté d'Ananéré, toujours dans la commune de Yopougon, les musulmans n'ont pas manqué ce rendez-vous spirituel. À la mosquée Nour Islam, ce moment de réjouissance, d'invocation et de partage a été l'occasion pour l'imam Sendou Diarasouba d'inviter la communauté musulmane
au respect des piliers de Voyons à présent comment les musulmans à l'intérieur du pays ont célébré l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski. Sur la recommandation d'Allah, a accepté de sacrifier son unique fils Ismaël. Après cette acceptation de l'ordre divin, Dieu substitue l'enfant par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Cela, les imams des quartiers de Bouaké, notamment Diambourou, Zone et Sokoura, l'ont rappelé au cours de la prière. À la mosquée de la 3e région militaire, Sanogo Khalifa, lui, dans son sermon, est revenu sur le sens du sacrifice du mouton. Après les 2 rakats de l'Aïd el-Kébir, ce fut donc l'immolation de la bête. À cette occasion, les autorités administratives politiques de la région de Bouaké et les guides des autres religions sont venus apporter leur soutien à la communauté musulmane de Bouaké. À Sakassou, la tradition musulmane a été respectée. Dans son sermon, après les 2 rakats, l'imam central El Hadj Bara Mamadou est revenu sur le sens de la fête. Les fidèles musulmans de Guembé ont respecté la tradition de la fête du sacrifice ou la fête de la Tabaski. Pour cette année encore, les autorités administratives, les élus et cadres étaient présents en grand nombre. Avant l'immolation du bélier qui consacre cette fête, l'imam de la grande mosquée de Guembé, El Hadj Saïba Kassoum, a fait des bénédictions pour les populations et invité les musulmans au partage et à l'amour. Le premier magistrat de la commune, le colonel-major Issa Koulibaly, a appelé ses frères et sœurs à pratiquer un islam de paix et de tolérance. Amen. La célébration de l'Aïd el-Kébir a été l'occasion pour les fidèles musulmans de solliciter la clémence d'Allah afin de réconcilier tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, mais aussi de sortir leur région de la pauvreté. Dans le sermon qui a suivi la prière, l'imam central de Mans a exhorté ses fidèles au partage et au respect des règles d'hygiène dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Même message repris par l'imam principal de Danané. Il a souhaité qu'à travers le sacrifice du mouton, la paix définitive revienne en Côte d'Ivoire. Une prière de 2 rakats suivie d'une adresse de l'imam central d'Azopé aux fidèles musulmans et une immolation de bélier, des actes spirituels pour commémorer l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée d'Azopé. Une fête qui intervient 110 jours après la fête de Ramadan. Dans son sermon, l'imam Abou Bamba appelle les fidèles musulmans au pardon et à la tolérance, des valeurs qui vont contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Il a aussi souhaité que les musulmans soient des ambassadeurs de la paix pour bâtir une nation prospère et émergente à l'horizon 2020, tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. À la mosquée de Gulakro, toujours dans la même ville d'Azopé, l'imam Mohamed Koné a demandé aux fidèles musulmans de faire le bilan de leurs actions afin de mieux construire l'avenir. Et à la faveur de la fête de la Tabaski, l'ONG Aide et des personnes de bonne volonté ont fait des dons aux personnes démunies. Leur objectif est de permettre à ces personnes de fêter la Tabaski comme les autres musulmans. 75 bœufs, c'est le don de l'ONG Aïde et de son partenaire, l'ambassade de Turquie, aux groupes sociaux défavorisés du district d'Abidjan à la faveur de la Tabaski. Il s'agit des pensionnaires, des orphelinats de Bengéville, des centres de prise en charge des aveugles et des sourds-muets, ainsi que les victimes de guerre. Coût du don, 105 millions de francs CFA. C'est une journée de solidarité et c'est pas seulement la solidarité avec des gens qui ont des nécessités, mais c'est la solidarité avec nos voisins, nos amis, notre famille. Ces bœufs sont réceptionnés par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Moment de partage et de convivialité, cette fête de la Tabaski a été pour les 15 000 familles défavorisées des communes de Cocody, Abobo et Port-Boué l'opportunité de recevoir 150 bœufs de Mehmet Lutfou Ayal, premier responsable d'un groupe scolaire international de la place. Pour le donateur, ce geste s'inscrit dans une logique prescrite par l'islam et son prophète. Car selon Mehmet Lutfou Ayal, il faut donner un peu de sourire aux plus démunis lors de cette grande fête recommandée par le Coran. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la célébration de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. La nouvelle pharmacie de la santé publique a été inaugurée hier. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur des États-Unis qui ont procédé à l'inauguration ont aussi lancé les travaux de l'entrepôt préfabriqué. Ces 2 projets sont cofinancés par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international et d'autres partenaires. Explication avec Sidonie Davila.
La pharmacie de la santé publique, la PSP, change de nom. Il faut désormais l'appeler Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, NPSP Côte d'Ivoire. Elle va permettre aux Ivoiriens de disposer d'un système de distribution de médicaments et des intrants de haut niveau et de qualité. Le changement de dénomination répond à des objectifs précis et impose d'autres défis. Répondre à 100% aux commandes validées des structures publiques de santé en produits vitaux et à 80% aux commandes, entre autres, médicaments essentiels grâce à des actions portant sur le plan d'approvisionnement. Voudra également procéder à l'ouverture prochaine, en plus de l'agence d'Abidjan qui est déjà fonctionnelle, de 3 autres agences à Boaké, Mans, à Bengourou en 2015. Le changement de statut juridique a pour objectif de mettre en place un cadre organisationnel de gouvernance pour une plus grande efficacité dans l'accomplissement des missions de service public pharmaceutique. S'adressant à ceux qui sont chargés de faire fonctionner cet établissement, le Premier ministre les a encouragés à faire de lui un pôle d'excellence, objectif affiché par le gouvernement. Dans sa quête inlassable du bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire, notamment en matière de disponibilité des médicaments dans nos hôpitaux publics, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de procéder à une restructuration de la centrale d'achat de médicaments essentiels. Initié en mai 2012, au moment où la Côte d'Ivoire amorçait sa marche vers l'émergence, le président de la République a voulu faire de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire un pôle d'excellence. Je voudrais saisir une fois l'opportunité pour engager l'ensemble des acteurs de santé à poursuivre leurs efforts pour une offre de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le site de la nouvelle pharmacie de la santé publique va abriter dans environ 8 mois un entrepôt préfabriqué d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. La nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et l'entrepôt sont financés par l'Agence des États-Unis pour le développement, USAID, le Fonds mondial de la lutte contre la tuberculose et d'autres partenaires. Tous se disent fiers d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans Les cas augmentent, plus de 3300 décès dus au virus Ebola. La Côte d'Ivoire multiplie les mesures de prévention pour éviter la maladie. Un comité de veille et de lutte contre le virus Ebola vient de voir le jour à Azaguié. Il est présidé par le sous-préfet de la localité, nous explique Chantal Eouma Akandon. Depuis la création de ce comité de veille et de lutte contre la fièvre à virus Ebola à Azaguié, plusieurs actions de sensibilisation, au nombre desquelles l'opération de lavage des mains organisée aux 2 extrémités de la ville et au lycée moderne d'Azaguié. Koutouan Umbeso, médecin-chef du centre de santé urbain de cette localité, a expliqué aux populations l'utilité du lavage des mains, l'une des mesures préventives les plus simples contre l'épidémie selon lui. Le sous-préfet d'Azaguié, Stéphane Guiriga, président du comité de veille, a rappelé à ses administrés leur devoir quotidien de prévention contre le virus. Le président de la République lui-même a donné l'exemple. Il a demandé qu'on passe autant que faire se peut d'éviter de se serrer les mains, d'éviter de se faire des accolades, mais surtout d'éviter de chasser, de manipuler et de consommer de la laine de brousse. Je me réjouis donc ce matin de voir les populations enthousiastes et se soumettre volontairement à cet exercice. Mais qu'elles ne s'arrêtent pas là. Qu'elles ne s'arrêtent pas là. Il faut que dans leur pratique quotidienne, régulièrement, elles se lavent les mains. Les populations d'Azaguié, heureuses de l'initiative du comité de veille et de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, ont promis de respecter les recommandations reçues. Et on l'a appris aujourd'hui, la volontaire française de Médecins sans frontières infectée par le virus Ebola au Libéria est hors de danger, rapatriée en France pour recevoir des soins. La volontaire française a été déclarée guérie par les médecins. L'infirmière était placée sous traitement expérimental. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se prononce sur la fermeture très prochaine de la décharge d'Akwedo. Face à la presse, le ministère de l'Environnement a révélé que des mesures ont été prises concernant cette décharge. Arnaud Nguedo, Serge Gongomé. La décharge d'Akwedo dans le district d'Abidjan accueille depuis 1965 des déchets générés par des millions d'Abidjanais. Aujourd'hui, vieille de 49 ans, elle n'arrive plus à contenir les 3 millions de tonnes de détritus versés tous les jours.
La population vivant aux alentours de cette décharge en souffre. Le ministère de l'Environnement, à travers un point de presse, a tenu à réaffirmer son engagement à résoudre ce problème. Où ces populations ont exprimé à juste titre qu'il fallait et qu'il était temps de fermer la décharge publique d'Akwedo. Le gouvernement fait en sorte que cette fermeture ait lieu le plus rapidement possible pour pouvoir soulager ces populations. Au regard de l'urgence que présente la fermeture de la décharge d'Akwedo, des mesures ont été prises par le ministère en charge de l'environnement. La volonté de fermeture de cette décharge a été exprimée par le gouvernement. Par la suite, cela a fait l'objet d'un protocole d'accord entre le gouvernement et Akwedo avec des deadlines permettant à l'État de pouvoir s'organiser pour avoir des sites alternatifs. Ces sites ont été identifiés. Pour une grande ville comme celle d'Abidjan, avec la population importante qui y est, on pense avoir au moins 3 centres. Travaillant d'arrache-pied pour assainir l'environnement, le ministère a dévoilé les principaux axes de son chantier. Il y a 3 centres de groupage sur financement de la Banque mondiale qui vont être mis à disposition de l'opérateur WISE à Bingerville, à Port-Boué et à Nyama. Il y a également un terrain de 5 hectares qui est prévu du côté de Songon pour y construire immédiatement un centre de transfert. 215 jeunes bénéficiaires du projet Jeunes et Développement des compétences PGDEC ont été recrutés par une entreprise à Dimbokro après plusieurs mois de stage au sein de la dite société. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, accompagné des directeurs des structures techniques ayant en charge la mise en œuvre de la politique d'emploi, a rendu visite à ces jeunes. Serge Ngomé pour les explications. Connu de tous les demandeurs d'emploi sans expérience professionnelle, difficile de décrocher un premier emploi. Au nombre de 215, ces jeunes ont bénéficié d'un stage dans cette usine de transformation de coton. Une opportunité qui leur a été offerte par le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Aujourd'hui, ces 215 jeunes sont recrutés par l'usine avec un contrat à durée indéterminée. J'ai eu mon diplôme depuis 2007. J'ai cherché à plusieurs reprises de stage, il n'y a pas eu de stage. C'est que l'année dernière que j'ai fait l'inscription en ligne pour pouvoir venir ici. Ici, on fait de la soudure, il y a les tourneurs aussi qui sont là. Bon, on travaille un peu sur tout quoi. En tout cas, pour un début, tout est bon, ça va. 800 autres postes restent à pourvoir après le recrutement en CDI de ces jeunes. Le patron de l'usine en donne l'assurance. Les effectifs qui étaient là, les gens étaient vraiment vieillissants, sont pratiquement tous à la retraite. Il faut assurer la relève. Il y a un fort potentiel pour 2015 en termes d'emplois directs créés de façon annexe à nos activités, connexes à nos activités. Ça devait générer au moins 5000 emplois directs. Ce résultat satisfaisant, réalisé par le PGDEC en partenariat avec l'usine, entre dans le cadre de la politique du chef de l'État d'offrir un emploi à chaque jeune de Côte d'Ivoire. Des programmes existent pour notre jeunesse. Des financements d'État, des financements de nos partenaires techniques et financiers existent. L'appel que je voudrais lancer à travers donc votre média, c'est de les inviter à fréquenter nos structures. Le ministre d'État, Moussa Dosso, a annoncé que le nouveau code du travail qui passera bientôt sur la table des députés va définitivement régler le problème de stage auquel bon nombre des diplômés sont confrontés après leur formation. À ce jour, 20 000 jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. On a appris aujourd'hui la mort de l'ancien président de la République d'Haïti, Jean-Claude Duvalier, est décédé ce samedi d'une crise cardiaque. Il a été président d'Haïti de 1971 à 1986 après la mort de son père François Duvalier. Il était rentré en Haïti en janvier 2011. Après 25 ans d'exil en France, Jean-Claude Duvalier était poursuivi dans son pays pour des crimes contre l'humanité commis pendant son pouvoir. Et le Royaume-Uni est sous le choc.
un otage britannique a été assassiné par les djihadistes de l'État islamique en Irak. Alan Evin Henning, 47 ans, s'était porté volontaire pour acheminer de l'aide humanitaire en Syrie, où il a été enlevé en novembre dernier. C'est le 4e otage à être ainsi exécuté. Ses bourreaux accusent le Parlement britannique d'être responsable de sa mort. Londres promet de tout faire pour libérer les otages et se dit plus résolu que jamais à ne pas se laisser dicter sa conduite par les djihadistes et à poursuivre ses frappes aériennes contre l'organisation en Irak. L'État islamique menace d'exécuter un autre otage. Il est de nationalité américaine. Place à présent à la page culture de ce samedi 4 octobre. Il était commissaire chargé des politiques macroéconomiques de la CEDEAO pour le compte de la Côte d'Ivoire de février 2007 à 2012. Aujourd'hui, il est conseiller spécial au ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Professeur Lambert Ngaladio Bamba est notre invité de la page culture. Il est l'un des auteurs de l'ouvrage « La jeunesse en Afrique de l'Ouest, un potentiel pour construire ». Pour notre invité, l'Afrique doit devenir une terre d'espérance avec les jeunes comme acteurs principaux de progrès et de développement. Mais pour cela, des défis doivent être relevés. Quels sont justement ces défis? Et notre invité a la réponse. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, vous dites que la jeunesse en Afrique de l'Ouest a assez de problèmes. Parlez-nous de ces problèmes. Déjà, poser même le problème de la jeunesse en Afrique, il faut savoir, par exemple, que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on estime qu'en 2050, la population ivoirienne sera plus élevée que la population de la France, c'est-à-dire plus de 60 millions d'habitants. C'est dire, or nous sommes aujourd'hui... Il y a une croissance. Oui, or nous sommes aujourd'hui 22 millions d'Ivoiriens, c'est dire qu'il va y avoir près de 40 millions de personnes qui vont naître et qui seront ivoiriens d'ici 2050. Et tous ceux-là seront des jeunes, parce que les jeunes, on les classe en dessous de 30 ans. 30-35 ans. Donc vous voyez que les jeunes constituent la frange la plus importante de la population dans nos pays. Et cette jeunesse, on l'analyse souvent en termes plutôt de problèmes, au lieu de regarder cette jeunesse-là comme étant une ressource. Et notre ouvrage a consisté donc à mener un ensemble de réflexions et faire en sorte que nous puissions considérer plutôt la jeunesse comme étant une ressource plutôt qu'un problème. Et justement, comme un potentiel pour construire. Et pour que cette jeunesse soit un potentiel pour construire, il faut aller attaquer les mots à la base. Et ces mots, vous en parlez dans votre ouvrage. Quels sont ces mots, professeur? Les mots que nous ressortons, c'est que la jeunesse aujourd'hui en Afrique, elle est la plupart du temps inemployable. Vous avez montré tout à l'heure le problème du chômage, parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir être utilisés par nos entreprises. Première difficulté, donc beaucoup de chômage. Ensuite, ils ne sont pas souvent très bien soignés, donc ils n'arrivent pas à constituer une véritable capacité pour pouvoir produire. Ensuite, ils sont, même au niveau de l'éducation, pas suffisamment correctement formés. Donc, problème de scolarisation. Problème de scolarisation, clair, etc. On va permettre au lecteur de lire le reste, de lire l'ouvrage pour connaître le reste des problèmes. Mais on retient ces 3 problèmes clés, problème de chômage, problème de santé, problème de scolarisation. Commençons par le problème du chômage. On a vu tout à l'heure dans le reportage l'une des politiques mises en place concernant notre pays. On a le PGDEC. Donc, il y a plusieurs projets comme ça. Mais vous persistez et vous dites, malgré tout cela, il y a que le problème de chômage persiste. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il faut que nous Qu'est-ce qu'il faut justement pour résoudre cette question? Pour résoudre cette question, il faut que nous attaquons le problème de façon vraiment stratégique. C'est dire que dès aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire en sorte que l'enseignement technique puisse être développé dès, j'allais dire, que l'enfant, à l'âge autour de 14-15 ans, qu'il y ait une possibilité pour lui de pouvoir choisir entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Alors que quand on regarde dans nos pays aujourd'hui, l'enseignement technique, généralement, ne représente qu'à peine 5% de l'ensemble de la formation qu'on donne aux jeunes. Mais donc, de plus en plus, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même cette politique qui est mise en place. On a un ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Oui, mais il se trouve toujours que nous n'avons pas construit suffisamment
des centres de formation technique. Donc la majorité des jeunes continuent à aller dans l'enseignement général, alors que nous n'avons pas encore ces jeunes-là, des centres de formation qui peuvent les accueillir pour les former et les rendre immédiatement opérationnels au cas où ils ne trouveraient pas de l'emploi dans la fonction publique. S'ils ont une formation technique, une formation dans les métiers, ils peuvent facilement s'installer à leur propre compte. Professeur, nous allons suivre le résumé de votre ouvrage et puis continuer le débat. La jeunesse en Afrique de l'Ouest, un potentiel pour construire, est un ouvrage réalisé par plusieurs auteurs ouest-africains, dont Lambert Ngaladjo Bamba. Cette production met en exergue la particularité de l'Afrique de l'Ouest comme étant l'une des régions les plus jeunes au monde. Seule région du monde où la frange des jeunes est supérieure à 50% de la population totale, la jeunesse ouest-africaine, dont l'âge varie entre 15 et 44 ans, représente près des 2/3 de la population. Selon les prévisions, cette croissance va continuer jusqu'en 2050. L'ouvrage analyse l'importance de la jeunesse ouest-africaine, ses défis, son rôle dans la politique d'intégration, ainsi que sa place et sa contribution dans le nouvel ordre mondial. En 224 pages, réparties en 7 chapitres illustrés, ce sont plusieurs thématiques, notamment l'économie, l'éducation, la santé, la problématique de l'emploi des jeunes, le chômage et bien d'autres sujets qui y sont abordés. En lançant quelques signaux forts sur les aspects cruciaux dont dépend l'avenir de cette jeunesse, l'œuvre est un avertissement aux différents acteurs ayant à cœur le développement de cette partie du continent africain. Si ce message est compris, alors l'Afrique pourra devenir une terre d'espérance avec les jeunes comme acteurs principaux de progrès et de développement. Alors, professeur Ngaladjo, c'est clair, pour vous, il faut promouvoir l'enseignement technique. Il faut promouvoir l'enseignement technique. C'est pourtant le cas en Côte d'Ivoire. Je disais tantôt que ce n'est pas suffisamment développé encore. Vous voyez ce qu'on vient de nous montrer tout à l'heure, c'était une situation de rattrapage des jeunes qui avaient eu une formation générale, mais comme ils n'étaient pas encore employables, on a dû mettre en place un programme de formation spécifique pour que l'entreprise soit capable maintenant de les accepter. D'accord. Donc c'est clair, l'État n'est plus le pourvoyeur d'emploi. Donc quand vous êtes africain, comme moi d'ailleurs, avec ces jeunes africains qui nous regardent, quand on prend un parent qui a son enfant maîtrisard, est-ce que quand cet enfant par exemple décide de devenir mécanicien, je dis, voilà, comme ça, c'est un exemple que je donne, est-ce que le père accepte que son enfant maîtrisard devienne mécanicien plutôt que peut-être avocat? Parce qu'on a l'impression que devenir mécanicien, c'est parce qu'on n'a pas réussi à l'école. Oui, en fait... Ça aussi, ça accroît le taux de chômeurs. C'est pourquoi je dis très souvent que le développement, c'est d'abord un changement de mentalité. Donc, il faut également amener l'ensemble de la population à changer sa mentalité. Et nous devons forcément nous rendre compte qu'aujourd'hui, la fonction publique n'est plus le secteur employeur par excellence. Et quelqu'un qui a un niveau maîtrise, qui arrive à se convertir pour devenir mécanicien, ou menuisier, voilà, etc., on va se rendre compte immédiatement qu'avec ce potentiel qu'il a déjà en termes de niveau de culture, il va faire ces métiers-là autrement que ce que celui qui n'a pas une formation fait. Et à partir de ce moment, cette activité peut rapidement devenir une vraie PME capable d'embaucher davantage de personnes et puis de faire du travail relativement beaucoup plus propre. Donc pour vous, la formation par compétence, vous soutenez cette politique de formation par compétence? Il faut que nous puissions amener nos systèmes éducatifs à basculer véritablement dans la formation par compétence. C'est ce que les anglo-saxons font essentiellement et ça manque beaucoup dans nos systèmes de formation actuellement. Alors, vous visez donc, on peut le dire, les politiques, parce que pour qu'on puisse aussi créer une PME, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Alors, prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous qui avez été commissaire macroéconomique au niveau de la CEDEAO, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme, je vais dire, proposition? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme proposition? L'environnement des affaires, essentiellement ici, il y a les règles que l'État doit mettre en place qui permettent aux opérateurs économiques de pouvoir travailler avec suffisamment de quiétude et en général ne pas être trop surchargé par les impôts, etc. et autres. Mais le plus difficile dans nos pays, c'est la question du financement. Donc là aussi, il faut que le gouvernement y travaille, que le gouvernement puisse mettre en place des mécanismes de financement facilement accessibles
à ces jeunes. Parce que quand vous adressez à une banque classique, elle va vous demander des cautions, des garanties, etc. et autres. Et le jeune n'a pas cela. Et la jeunesse ivoirienne, professeur Ngaladio, comment vous voyez son avenir pour terminer rapidement? L'avenir, à partir juste en deux mots. Avec les taux de croissance que nous avons actuellement, il y a de fortes chances que la jeunesse ait de l'espoir. Et si la jeunesse a de l'espoir, il n'y a pas de doute qu'elle va se mettre au travail, comme le souhaite d'ailleurs le président de la République. Il faut que toute la Côte d'Ivoire soit au travail pour que nous puissions consolider notre croissance et donner des emplois à nos jeunes. Et cette jeunesse ne sera plus instrumentalisée, au contraire, sera un potentiel pour construire notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité de la page culture. Et je retiens que ce qui fait l'actualité, c'est la fête de l'Aïd el-Kébi ou fête de la Tabaski célébrée par des millions de fidèles dans le monde ce samedi, jour spécial donc pour ces fidèles musulmans. En Côte d'Ivoire, la célébration de l'Aïd el-Kébi s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Et après la prière de la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody, le président de la République s'est envolé pour la Corée du Sud. Le chef de l'État se rend dans le pays pour une visite officielle de quelques jours. Il devrait signer avec les autorités sud-coréennes plusieurs accords dans les domaines économiques et sociaux. Cette visite officielle en Corée du Sud est la première d'un chef d'État ivoirien. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de l'avoir suivi et surtout bonne fête à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde.